Je crois que la légende voulait retrouver sa maison. Allez-y. Des choses pires que la mort. Tu lâches rien. Sisu 2, Le chemin de la vengeance, analyse et explication complète du film. Le film en question, Sisu 2, Le chemin de la vengeance, se présente comme la suite directe et amplifiée du phénomène Sisu, de l'or et du sang. Ces analyses et explications vont détailler les multiples facettes de cette œuvre où Jalmari Elandé réaffirme son talent pour un cinéma d'action spectaculaire et viscéralement ancré dans l'âme finlandaise. Le pari était audacieux. Reproduire la magie du premier tout en augmentant l'échelle, et le résultat est une plongée encore plus profonde dans le mythe d'Atami Korpi. Plongeant le spectateur en 1946, dans une Finlande exsangue et partiellement occupée, le film déplace l'enjeu matériel de l'or vers un enjeu profondément symbolique et émotionnel. Atami retourne en Carélie cédée à l'URSS non pour s'enrichir, mais pour récupérer les briques de sa maison familiale, le lieu du massacre de sa famille. Ce changement de MacGuffin est capital. Il transforme la quête d'un prospecteur en croisade personnelle et mémorielle, donnant à la violence une résonance bien plus tragique et justifiée. L'antagoniste principal, Igor Draganov, interprété par un Stephen Lang charismatique et démoniaque, est bien plus qu'un simple méchant. Libéré du goulag spécifiquement pour traquer Atami, il incarne l'ombre de Korpi, son reflet inversé. Tandis qu'Atami utilise une violence destructrice dans un but ultime de reconstruction, celle de son foyer, Draganov incarne la destruction pure, bureaucratique et idéologique, vouée à effacer jusqu'au souvenir de son ennemi. Leur conflit dépasse la simple opposition héros à vilain pour devenir un choc de philosophie. La structure narrative, toujours découpée en chapitres aux titres évocateurs, sert de colonne vertébrale à un récit minimaliste.
Elle fonctionne comme un cadre robuste permettant au réalisateur d'enchasser des séquences d'action de plus en plus inventives et exagérées. Le scénario est au service du spectacle, et c'est un choix assumé. La simplicité de l'histoire permet à chaque scène de se concentrer sur son impact viscéral ou visuel. Le style show, Don't-Tell atteint ici son paroxysme. Atami Korpi, joué par Jorma Tommila avec une intensité physique renversante, prononce peut-être 2 phrases dans tout le film. Toute son intériorité, son deuil, sa rage, son incroyable détermination en transparaît dans son regard, dans les cicatrices de son visage, dans la manière dont son corps encaisse et riposte. Cette économie de dialogue force une lecture constante du personnage par le spectateur, créant une identification unique basée sur l'empathie pour sa souffrance physique et mentale. Le ton du film pousse délibérément les limites de l'invraisemblance créative, bien au-delà du premier opus. Les analyses notent des séquences qui flirtent avec l'esthétique du cartoon ou du slapstick à la Buster Keaton, mais transposées dans l'horreur sanglante de la guerre. La scène du tank catapulté ou l'utilisation d'un missile V2 comme booster de train en sont les exemples les plus frappants. Il ne s'agit pas de réalisme, mais d'une hyperbole symbolique. La force du sisu de Korpi est si prodigieuse qu'elle défie les lois de la physique, devenant une force de la nature. Les influences cinéphiliques sont plus que jamais palpables et amalgamées avec brio. On perçoit l'aventurier solitaire et ingénieux d'Indiana Jones, la folie mécanique et le road movie post-apocalyptique de Mad Max, Fury Road, et l'efficacité chorégraphiée de John Wick. Cependant, Elandé imprime sa marque unique par l'ancrage historique, la brutalité terre à accent grave-terre des combats, même les plus fous, et la résilience particulière de son héros, bien loin de l'élégance de Wick. La performance de Jorma Tommila est un tour de force. Il explique lui-même avoir dû maintenir un état de tension et de douleur constant pendant le tournage. Chaque grimace, chaque mouvement raide, chaque effort surhumain est crédible. Il incarne littéralement le concept de sisu. Cette ténacité, ce courage rageur et obstiné face à l'impossible, qui est au cœur de l'identité finlandaise. Il n'est pas un super-héros, mais un homme dont la volonté a été forgée dans la douleur absolue. Face à lui, Stephen Lahn offre une contre-performance parfaite. Son Draganov est théâtral, intelligent et cruel. Il représente l'appareil d'État soviétique dans toute sa froideur meurtrière, mais teinté d'une fascination presque personnelle pour sa proie. Le duel n'est pas seulement physique, il est aussi une opposition entre l'individu, Korpi, et le système, Draganov et le KGB, incarné par Richard Brake en agent impitoyable. Les thèmes du film sont enrichis par cette suite. La vengeance, bien que présente dans le titre, est en réalité canalisée par un objectif constructif. Atami ne cherche pas à tuer pour tuer. Chaque mort est un obstacle sur le chemin pour récupérer ses briques et reconstruire. La vengeance devient ainsi un acte fondateur, une purification nécessaire avant la renaissance. Le film explore l'idée que parfois, pour construire, il faut d'abord détruire ce qui vous a détruit. Le corps souffrant du héros est un élément clé de l'identification. Contrairement à de nombreux héros d'action, Atami subit visiblement les conséquences de ses actes. Il est battu, torturé, traîné, brûlé. Sa résistance est d'autant plus miraculeuse qu'elle est douloureuse. Cette physicalité crée un réalisme viscéral qui contrebalance l'extravagance des situations, maintenant le spectateur dans un état de tension et d'admiration constant. La réception critique a été extrêmement positive, saluant la maîtrise du rythme et l'inventivité folle mais contrôlée des scènes d'action. Le consensus voit en ce film une suite fidèle à l'esprit du premier, qui assume pleinement son côté excessif pour offrir un pur spectacle. Il ne cherche pas la subtilité, mais l'efficacité brute. Le public, quant à lui, a été un peu plus partagé. Si une grande majorité y trouve un divertissement efficace et jouissif, sans temps mort, une partie regrette la perte de la surprise et de la fraîcheur du premier film. Certains trouvent que l'exagération est poussée à un point qui peut frôler la parodie, diluant un peu la tension si palpable dans Sisu, de l'or et du sang. Cette divergence montre que le film assume un positionnement très marqué. Au box-office, les résultats ont été plus modestes que escomptés pour un film au budget record finlandais. Cela peut s'expliquer par un public plus niche que prévu, séduit par le premier mais peut-être refroidi par l'amplification outrancière de la formule. Le film reste néanmoins un succès d'estime et un jalon important pour le cinéma de genre finlandais. La conclusion du film offre une résolution satisfaisante à l'arc d'Atami Korpi. Ayant surmonté l'ultime épreuve et récupéré les vestiges de son passé, il peut enfin tourner la page et commencer à bâtir l'avenir. La boucle est bouclée, de la destruction totale à la possibilité d'une reconstruction. La dernière image, souvent analysée comme une allégorie de la Finlande elle-même, laisse entrevoir une lueur d'espoir après l'hiver de la guerre. Concernant l'avenir de la saga, Jalmari Elandé a indiqué ne pas avoir de projet immédiat pour un troisième volet, considérant cette suite comme un aboutissement.
Il se tourne désormais vers d'autres projets, comme une préquelle de Rambo. Jorma Tommila, bien que physiquement éprouvé par le rôle, reste ouvert à l'idée de reprendre le personnage si le scénario le justifie. Sisu 2 clôt donc très probablement le cycle de manière cohérente et explosive. En définitive, Sisu 2, le chemin de la vengeance est une suite qui fonctionne comme un amplificateur. Elle amplifie l'action, l'inventivité des séquences, la souffrance du héros et la dimension mythique du concept de Sisu. Ce n'est pas un film qui cherche la nuance ou le développement psychologique profond. C'est une expérience cinématographique sensorielle, un poème épique et violent qui célèbre l'indomptabilité de l'esprit humain face à l'écrasante machine de la guerre et de l'oppression. Sa plus grande réussite est de maintenir, malgré son invraisemblance assumée, un cœur authentique et poignant. Celui d'un homme brisé cherchant à réassembler les morceaux de son monde, une brique après l'autre, une balle après l'autre. Ses analyses et explications approfondies explorent la manière dont cette suite assume et amplifie son statut de mythe cinématographique. Enraciné dans un contexte historique lourd mais transcendé par une mise en scène opérant à la limite du fantastique héroïque. Le film dépasse le simple cadre du film d'action de vengeance pour devenir une fable épique sur la mémoire, la résilience nationale et la persistance des fantômes du passé dans un paysage géopolitique redessiné. Le chemin parcouru par Atami Korpi n'est plus seulement un trajet physique à travers la nature sauvage, mais une plongée vertigineuse dans les vestiges d'un monde englouti par la guerre, où chaque ruine et chaque obstacle résonnent comme un écho de sa tragédie personnelle. L'intelligence du scénario réside dans sa capacité à transformer un objectif apparemment simple et poignant, démanteler une maison, en un périple d'une complexité et d'une dangerosité exponentielle, métaphorisant ainsi la difficulté insondable du deuil et de la reconstruction intérieure. Chaque brique arrachée à la terre occupée devient un acte de résistance politique et un rite funéraire personnel, chargé d'une signification qui échappe totalement à ses ennemis, pour qui ces matériaux ne représentent que des pierres sans valeur. Le contraste entre la valeur sentimentale absolue pour le héros et l'incompréhension méprisante de ses adversaires crée un ressort dramatique d'une grande force, soulignant l'absurdité fondamentale de la guerre où des vies sont sacrifiées pour des abstractions territoriales. La caractérisation d'Igor Draganov, loin du simple officier nazi stéréotypé du premier film, introduit une nuance inquiétante liée aux purges staliniennes de l'immédiat après-guerre, ajoutant une couche de terreur bureaucratique et idéologique à la menace. Libéré du goulag pour cette mission, il incarne un mal institutionnel, froid et méthodique, dont la haine pour Korpi est autant personnelle que nourrie par la propagande soviétique visant à éradiquer les symboles de résistance finlandaise. Son affrontement avec Atami prend alors la dimension d'une guerre des récits, où il s'agit d'annihiler non seulement un homme, mais aussi la légende populaire qui commence à naître autour de lui, cette rumeur d'un fantôme invincible hantant les forêts de Carélie. La direction artistique et la photographie méritent une attention particulière, car elle crée une esthétique distincte, mêlant la palette de couleurs boueuses et hivernales des films de guerre à des éclats de violence d'une crudité presque picturale, où le rouge du sang et des explosions contrastent violemment avec la grisaille du paysage. Les plans larges, magnifiant une nature à la fois hostile et majestueuse, écrasent souvent le héros, soulignant son isolement titanesque, tandis que les plans serrés, sales et tremblants, durant les combats, nous plongent dans le chaos le plus viscéral et immédiat. Cette dualité visuelle soutient parfaitement le ton du film, à la fois grandiose et résolument ancrée dans une physicalité brutale. L'évolution du personnage d'Atami Korpi est subtile mais fondamentale. La folie douloureuse et la soif de vengeance pure qu'il habitait dans le premier opus se sont muées en une détermination plus froide, plus cérébrale, canalisée vers un but constructif. On perçoit chez lui, derrière le masque de souffrance, une lueur d'espoir ténue, la possibilité d'un après, ce qui rend son combat encore plus précieux et émouvant. Il ne se bat plus seulement pour survivre ou pour tuer, il se bat pour un futur symbolique, représenté par ces briques qui sont les seules reliques de sa vie d'avant, les fondations littérales et figurées sur lesquelles il pourra peut-être un jour rebâtir. Les scènes d'action, bien qu'extrêmement exagérées, obéissent souvent à une logique interne et une inventivité mécanique qui les rapproche des grands films d'aventure rétro, où l'ingéniosité du héros prime sur sa simple force brute. L'utilisation détournée d'engins de guerre, la transformation d'éléments du paysage en armes ou en pièges, font écho à l'esprit débrouillard des MacGyver ou des Indiana Jones, mais avec une charge de violence explicite qui les ancre résolument dans le cinéma contemporain. Cette créativité meurtrière devient une forme d'expression non verbale pour Korpi, une extension de sa volonté de faire et de son intelligence pratique face à des forces matériellement supérieures. Le traitement des soldats soviétiques évite l'écueil de la simple masse anonyme et menaçante. Certains personnages secondaires, notamment les subalternes de Draganov, sont brièvement esquissés, révélant de la lassitude, de la peur, ou une fascination malsaine pour leur cible, humanisant ainsi légèrement l'opposition sans jamais diluer sa menace. Cela renforce l'idée que Korpi affronte un système, une machine de guerre,
dont les rouages sont des individus parfois interchangeables, mais dont le commandant, Draganov, est le cerveau calculateur et obsessionnel, aussi inflexible dans sa poursuite que le Finlandais l'est dans sa fuite. La symbolique des briques est un fil conducteur visuel et thématique d'une puissance remarquable. Ces objets lourds, encombrants, apparemment dérisoires face à la puissance des tanks et des avions, deviennent le centre gravitationnel de toute l'intrigue. Elles représentent le foyer, la stabilité, la mémoire concrète. Le fait qu'Atami doive littéralement les transporter à travers l'enfer, au péril de sa vie, transforme son périple en une allégorie magnifique et absurde du poids du passé et de l'opiniâtreté nécessaire pour le préserver. Chaque fois qu'une brique est menacée, perdue ou récupérée, l'enjeu émotionnel atteint son paroxysme. Le concept de Sisu, déjà central, est ici poussé dans ses retranchements quasi mystiques. Il ne s'agit plus seulement de courage obstiné, mais d'une force vitale quasi surnaturelle, une volonté si pure et si intense qu'elle semble pouvoir temporairement défier les lois de la biologie et de la physique. Le film interroge ainsi les limites de l'endurance humaine et l'énergie psychique que peut libérer un traumatisme canalisé. Atami devient une figure de légende non parce qu'il est invincible, mais parce qu'il refuse opiniâtrement de céder à l'inévitable, incarnant un idéal national de résistance farouche contre un voisin écrasant. La bande-son, mêlant des compositions épiques à des silences lourds de tension et des bruitages d'une extrême précision, le craquement des os, le grincement du métal, le souffle rauque du héros, participe pleinement à l'immersion. Elle n'accompagne pas seulement l'action, elle la souligne, l'amplifie, et parfois la contredit pour créer un décalage inquiétant. Les moments de calme relatif, souvent avant des explosions de violence, sont particulièrement bien traités, laissant planer une menace palpable et permettant au spectateur de respirer tout en anticipant l'horreur à venir. La relation entre Atami et les quelques civils croisés lors de son périple est significative. Elle montre que sa légende commence à précéder le fait, inspirant à la fois crainte et espoir chez des populations écrasées par l'occupation. Il n'est plus un homme seul, mais malgré lui, un symbole, une étincelle de défi qui pourrait embraser une région. Cette dimension ajoute une responsabilité inconsciente à ses épaules, celle d'incarner la résistance pour d'autres, transformant sa quête personnelle en un acte aux répercussions politiques potentielles. Les flashbacks, utilisés avec parcimonie, sont d'une brutalité et d'une concision remarquables. Ils ne servent pas à expliquer, mais à rappeler par de brèves images fulgurantes la source de la douleur d'Atami, réactivant la motivation du personnage et celle du spectateur au moment le plus crucial. Ces fragments de mémoire sont souvent plus insupportables que les violences présentes, car ils montrent l'innocence brisée et l'amour perdu, la véritable origine du cataclysme intérieur qui a forgé l'homme de fer que nous suivons. Le film joue constamment sur un équilibre précaire entre une esthétique réaliste, sale et fatiguée, et des séquences d'une invraisemblance totale, assumées comme une exagération mythologique. Ce mélange des registres pourrait être déstabilisant, mais il est tenu d'une main ferme par Elandé, qui indique clairement au spectateur qu'il assiste moins à un compte-rendu historique qu'à la naissance d'une légende populaire, où les faits sont déformés et amplifiés par l'imaginaire collectif. Nous voyons littéralement la légende se construire sous nos yeux, dans ses excès mêmes. La performance physique de Jorma Tommila est, si possible, encore plus impressionnante que dans le premier volet. Il doit incarner une fatigue absolue, une douleur chronique, tout en trouvant des réserves surhumaines pour des explosions d'action d'une intensité rare. Son corps semble être une carte de ses souffrances, chaque nouvelle blessure s'ajoutant aux anciennes sans jamais être effacée. Il communique une vulnérabilité constante qui rend ses triomphes d'autant plus miraculeux et électrisants, évitant totalement l'écueil du héros invulnérable et distant. Stephen Lang, quant à lui, apporte une théâtralité calculée qui sied parfaitement au personnage de Draganov. Il est l'orateur face au muet, le stratège cérébral face à la force instinctive. Sa performance évoque parfois celle d'un méchant de James Bond, mais ancré dans la réalité glaçante du NKVD. Il représente l'idéologie, la paperasse meurtrière, le cynisme d'État, faisant de lui un adversaire d'autant plus redoutable qu'il ne combat pas par haine impulsive, mais par devoir froid envers un système auquel il croit ou qu'il sert par ambition. Les véhicules et les armes sont presque des personnages à part entière, utilisés de manière iconique et mémorable. Des tanks rouillés aux avions de reconnaissance, en passant par les trains et les camions, chaque engin devient le théâtre d'une séquence d'action unique, exploitant ses particularités mécaniques de manière souvent inattendue et toujours spectaculaire. Ce fétichisme des machines de guerre, courante dans le cinéma d'action, est ici revisité avec un sens aigu de la géométrie dans l'espace et une inventivité chorégraphiée qui renouvelle le genre. La structure en chapitres, héritée du premier film, fonctionne ici comme les étapes d'un conte épique ou d'un jeu vidéo, avec des boss à affronter et des péripéties à surmonter. Cette structure simple et efficace permet au réalisateur de varier les tonalités et les types d'actions sans perdre le fil narratif.
Chaque chapitre a son identité propre, la poursuite en jeep, l'assaut du train, la bataille du dépôt de munitions, et contribue à l'ascension progressive vers un climax final d'une intensité dévastatrice. Le film aborde également, en filigrane, le thème de la frontière, à la fois géographique et psychologique. La ligne entre la Finlande et l'URSS occupée n'est pas qu'une limite sur une carte, c'est une fracture dans la vie d'Atami, la porte d'entrée vers son passé maudit et l'obstacle à franchir pour retrouver un avenir. Le chemin de la vengeance est aussi un chemin de retour, une traversée d'une frontière intérieure faite de souvenirs douloureux, que le héros doit affronter pour pouvoir, peut-être, en sortir un jour. La violence, bien qu'extrême et stylisée, n'est jamais gratuite ou glorifiée de manière simple. Elle est montrée dans sa laideur, sa maladresse et ses conséquences immédiates sur les corps. Elle est épuisante, pour le héros comme pour le spectateur. Cette représentation crée une forme d'empathie par l'épreuve partagée. On ressent la fatigue et la douleur d'Atami à travers l'accumulation de ces séquences brutales, ce qui rend ces moments de répit et ces petites victoires d'autant plus précieux. La présence féminine, bien que rare, est significative. Les souvenirs de la femme et des filles d'Atami planent sur tout le film comme des fantômes bienveillants, moteurs ultimes de ses actions. Dans le présent narratif, les rares femmes croisées, une fermière, une réfugiée, sont des figures de résistance passive ou de victimes collatérales, rappelant le coût humain de la guerre et de l'occupation au-delà du duel masculin central. Elles incarnent ce pourquoi, fondamentalement, Atami se bat. La possibilité d'une vie normale, paisible, à l'abri de la terreur. L'humour noir, souvent issu de l'exagération cartoonesque des situations ou de l'absurdité de certains dialogues des antagonistes, sert de soupir de sécurité narratif. Il permet au spectateur de relâcher brièvement la tension accumulée sans jamais trahir le ton général du film. Cet humour est toujours grinçant, souvent lié à la mort violente, et rappelle l'influence de certains cinéastes comme Sam Raimi ou Robert Rodriguez, maîtres dans l'art de mélanger gore et décalage comique. Le montage est d'une précision chirurgicale, en particulier dans les scènes d'action complexes comme l'attaque du train ou la bataille finale dans les ruines de la maison. Le spectateur comprend toujours la géographie de l'espace, les enjeux immédiats et les actions du héros, ce qui est une prouesse technique compte tenu du chaos délibéré mis en scène. Ce montage clair permet de savourer pleinement l'inventivité des chorégraphies et des cascades, sans jamais tomber dans la confusion visuelle qui guette souvent le genre. La dimension politique, bien que secondaire par rapport à la fable personnelle, est néanmoins présente et précise. Elle évoque les tensions de l'immédiat après-guerre, l'expansionnisme soviétique, la situation ambiguë de la Finlande qui a dû céder des territoires mais préserver sa souveraineté. Le film n'est pas un traité historique, mais il utilise ce contexte comme une toile de fond crédible et fertile pour y déployer un récit mythologique, montrant comment les grands conflits géopolitiques se vivent et se ressentent à l'échelle d'un seul homme broyé par l'histoire. Le design sonore des armes et des explosions mérite des éloges particuliers. Chaque fusil, chaque explosion a un timbre unique, lourd et profond, qui donne un poids physique palpable à la violence. Les silences soudains après un coup de feu ou une détonation sont aussi efficaces que les bruits eux-mêmes, créant un rythme audio haletant qui épouse parfaitement le rythme narratif du film, entre accalmie trompeuse et déferlement de chaos. Le personnage d'Atami évolue vers une forme de quiétude terrible dans l'action. Il n'exulte jamais, ne jubile pas. Chaque ennemi abattu est une étape nécessaire, un obstacle de moins sur la route. Cette absence de plaisir dans la violence le distingue une fois de plus des anti-héros classiques et renforce son statut de force élémentaire, presque impersonnel, un cyclone de destruction avec un objectif précis, et non un tueur qui prendrait goût à son œuvre. Les décors naturels, filmés en Islande et en Finlande, jouent un rôle capital. Ils ne sont pas un simple arrière-plan, mais un élément antagoniste ou allié. Les rivières glaciales, les falaises escarpées, les forêts denses et les plaines désolées participent activement à l'intrigue, offrant des obstacles ou des opportunités, et contribuant à l'atmosphère de lutte primitive entre l'homme et un environnement aussi magnifique qu'impitoyable. La nature est présentée comme la seule entité véritablement neutre, indifférente aux conflits humains qui s'y déroulent. La confrontation finale, sans spoiler, évite le simple duel au poing ou au couteau pour proposer un affrontement plus original, intégrant l'enjeu central, les briques, dans la résolution même du conflit. Cela témoigne de la cohérence narrative du film, où la forme des séquences d'action est toujours au service de la thématique profonde, évitant le piège de l'action générique déconnectée de l'histoire. La vengeance, ici, trouve une résolution physiquement et symboliquement satisfaisante. Le film questionne aussi la notion de foyer. Qu'est-ce qu'un foyer? Est-ce un lieu, des murs, des souvenirs? En risquant sa vie pour des briques, Atami semble défendre l'idée que le foyer est un concept tangible, qu'on peut déplacer, reconstruire. Mais le film suggère aussi, subtilement, que le vrai foyer est peut-être en lui,
dans cette force indomptable qui lui a permis de survivre, et que la maison à reconstruire n'est que la matérialisation extérieure de cette reconstruction intérieure, bien plus ardue. La direction d'acteurs des figurants et des seconds rôles mérite d'être soulignée. Les soldats soviétiques ne sont pas tous des pantins sans visage. Leurs réactions face à l'incroyable ténacité de Corpi vont de la terreur superstitieuse à l'incrédulité rageuse, en passant par une admiration involontaire. Ces micro-interprétations ajoutent de la texture à chaque affrontement et rendent le monde du film plus vivant et crédible, malgré le contexte invraisemblable. L'utilisation de la météo, pluie, boue, vent, un soleil pâle, est un outil narratif et atmosphérique constant. Elle renforce l'hostilité du milieu, la difficulté de chaque mouvement, et contribue à l'esthétique sale du film. La boue, en particulier, est omniprésente, collant aux vêtements, au visage, aux armes, rappelant que cette guerre est une affaire terrestre, viscérale, loin des salons propres des états-majors. Le film fonctionne admirablement bien comme une étude de personnages presque muette. En l'absence de dialogues intérieurs ou de monologues, c'est l'action elle-même qui définit Atami. Chaque choix, sauver un chien, épargner un soldat trop jeune, risquer sa vie pour une brique tombée à l'eau, en dit long sur sa moralité et son humanité persistante sous la carapace de violence. Ces petits gestes, noyés dans le carnage, sont essentiels pour que le spectateur reste empathique avec ce tueur implacable. La comparaison avec les films de Sergio Leone est parfois pertinente, notamment dans la construction de séquences tendues comme des duels, où le temps semble se dilater avant l'explosion de violence. Elandé utilise des plans serrés sur les yeux, sur les doigts près de la gâchette, sur des détails insignifiants, créant un suspense presque insoutenable avant de libérer la furie de l'action dans un montage soudainement rapide et chaotique. La logistique de production de ces scènes d'action, avec un budget finlandais même record, force l'admiration. Le film prouve que l'inventivité et la passion peuvent compenser largement l'absence de moyens hollywoodiens démesurés. Les effets pratiques semblent privilégiés, donnant aux cascades et aux explosions un impact tangible, une matérialité souvent perdue dans les films trop dépendants des images de synthèse. En conclusion de ces analyses et explications, Sisu 2, Le chemin de la vengeance s'affirme comme un objet cinématographique singulier et maîtrisé. C'est un film qui connaît parfaitement ses forces, un héros iconique, une action inventive, un ton unique, et les exploite au maximum, sans chercher à diluer sa proposition dans des développements psychologiques ou politiques qui le ralentiraient. Il assume pleinement sa nature de conte populaire violent et exagéré, tout en conservant un cœur émotionnel sincère et poignant. Ce n'est pas une suite qui invente une nouvelle formule, mais qui perfectionne et amplifie l'original avec une confiance et un brio technique qui font de lui l'un des films d'action les plus marquants et cohérents de son année. Il célèbre, dans le sang et la boue, l'indomptable volonté de survivre et de préserver sa mémoire, offrant un spectacle cathartique et brutalement beau. Ces analyses et explications approfondies poursuivent l'exploration de ce film qui transcende le simple cadre de la suite d'actions pour s'ériger en parabole mythologique sur la persistance de l'identité face à l'effacement programmé. Le contexte historique n'est plus seulement un décor, mais un personnage à part entière, une force d'oppression systémique contre laquelle la volonté individuelle, personnifiée par Atami, se dresse avec une fureur quasi géologique. La Carélie cédée devient une terre de spectres et de cicatrices, où chaque kilomètre carré est saturé de mémoire collective et de douleurs privées, offrant une résonance profondément tragique à ce qui pourrait n'être qu'une simple poursuite. Et la transformation du MacGuffin, de l'or aux briques, opère un renversement sémantique génial. La valeur n'est plus marchande, mais mémorielle et affective. Ce changement radical ancre le récit dans une quête de sens post-traumatique bien plus profonde que la simple survie. Atami ne cherche pas à acquérir une richesse future, mais à récupérer les fragments physiques d'un bonheur passé, à sauver de l'oubli et de la mainmise étrangère les derniers vestiges tangibles de son identité brisée. Cette quête d'objets apparemment sans valeur aux yeux du monde constitue le fondement même de la dimension épique et profondément humaine du film. La figure d'Igor Draganov incarne une menace d'une nature différente de celle des nazis du premier volet. Elle représente la terreur bureaucratique, froide et idéologique de l'appareil stalinien d'après-guerre. Sa motivation dépasse l'ordre militaire pour toucher à l'idéologique. Il doit éradiquer un symbole de résistance nationale finlandaise, un fantôme qui hante la nouvelle frontière et pourrait inspirer d'autres velléités. Sa traque est donc autant personnelle, en tant qu'ancien bourreau, que politique, en tant qu'agent d'un système visant à homogénéiser le réel par la force. Son charisme sinistre et son intelligence tactique en font un adversaire à la mesure du héros. L'esthétique visuelle du film cultive un paradoxe fascinant entre un naturalisme brutal, presque documentaire dans la représentation des corps et des paysages, et des envolées stylisées d'une invraisemblante créativité. Cette dualité n'est pas une faiblesse, mais le cœur de la proposition artistique. Elle raconte comment,
dans le creuset de l'extrême violence et de la souffrance, la réalité objective se dissout pour laisser place à la légende. Les séquences les plus cartoonesques pourraient ainsi être lues comme la transcription visuelle de la démesure du sisu ou comme la déformation du récit par la rumeur populaire. L'évolution psychologique d'Atami Corpi est perceptible à travers une palette émotionnelle plus nuancée que dans le premier opus. Derrière la détermination de Granit, on perçoit des éclairs de lassitude métaphysique, de doute, et une tristesse immense qui ne se résout pas dans la violence. Sa quête est devenue un rituel de deuil actif, une manière d'extérioriser une douleur autrement indicible. Chaque coup porté, chaque obstacle franchi est une prière séculière, un acte de piété envers les disparus, ce qui confère à l'action une gravité et une solennité inattendues. L'inventivité des séquences d'action repose sur une logique interne de bricolage héroïque et de réappropriation du milieu. Atami ne maîtrise pas seulement le combat. Il maîtrise l'espace, transformant les outils, les véhicules abandonnés et les éléments naturels en extension de sa volonté. Cette ingéniosité pratique rappelle les figures du survivant ou du Robinson Crusoe, mais transposée dans un contexte de guerre totale. Elle symbolise également la capacité de résilience d'une nation contrainte à se débrouiller avec des ressources limitées face à un adversaire suréquipé. Le film esquisse avec une grande économie de moyens tout un écosystème humain en marge du duel central. Les civils croisés, qu'ils soient fermiers taciturnes, réfugiés éperdus ou collaborateurs opportunistes, dessinent une carte sociale complexe de la Carélie occupée. Leur réaction à la légende naissante de l'homme qui ne meurt pas varie de la peur superstitieuse à l'espoir clandestin, ajoutant une dimension collective et politique à ce qui pourrait n'être qu'un face-à-face isolé. Atami devient, malgré lui, un symbole polymorphique, interprété différemment par chaque regard qui se pose sur lui. La symbolique des briques est constamment réactivée par la mise en scène. Leur poids, leur encombrement, leur fragilité relative en font un fardeau à la fois absurde et sacré. Les plans qui les montrent, soigneusement empilés, chargés ou déchargés, ont la qualité d'une nature morte dramatique. Elles matérialisent l'antithèse de la vitesse et de la légèreté habituelle du cinéma d'action, imposant un rythme obstiné, pesant, au périple du héros. Elles sont l'encre qui l'empêche de sombrer dans la folie pure de la vengeance, le reliant à un projet concret au-delà du carnage. Le sisu est exploré ici dans ses limites ultimes, là où il bascule de la vertu stoïcienne en une force presque autodestructrice et mystique. Le corps d'Atami, martyrisé au-delà des limites concevables, devient le sanctuaire de cette volonté surhumaine. Le film pose une question sous-jacente. À quel prix cette ténacité se maintient-elle? Quel est le coût psychique et physique de ce refus de céder? Cette exploration donne à la performance de Jorma Tommila une profondeur tragique. Il incarne non seulement la force, mais aussi son corollaire, une souffrance indicible et transformatrice. La bande-son et le travail sur le silence sont des éléments narratifs à part entière. Les moments de calme relatif, souvent accompagnés du souffle rauque du héros, du grincement du vent ou du craquement de la neige, sont chargés d'une tension presque plus insupportable que les scènes de combat. Ils permettent d'entendre littéralement l'effort, la fatigue, la douleur. Les compositions musicales, entre cuivres héroïques et mélopées mélancoliques, soulignent la dualité du récit, à la fois épopée nationale et élégie personnelle, sans jamais tomber dans le pathos facile. La relation antagoniste entre Atami et Draganov est structurée comme un dialogue de sourds entre deux formes de foi absolue. D'un côté, la foi en la mémoire, en la famille, en la terre, même perdue. De l'autre, la foi dans l'idéologie, le progrès historique et la primauté de l'État. Leur conflit est insoluble car leurs langages sont incommensurables. Draganov parle stratégie, politique, contrôle. Atami répond par des actes, une obstination animale et un silence qui, paradoxalement, en dit plus long que tous les discours. Leurs affrontements sont des chocs de civilisation en miniature. L'utilisation des flashbacks, d'une sobriété et d'une brutalité exemplaires, sert de contrepoint émotionnel à la violence du présent. Ils ne sont pas des explications psychologisantes, mais des éclairs de douleur pure, des images mémoires qui frappent le héros, et le spectateur, avec la force d'un coup de poing. Leur rareté et leur brièveté les rendent d'autant plus efficaces, rappelant que le moteur de toute cette dévastation n'est pas la haine abstraite, mais l'amour concret et anéanti pour des visages précis, pour un bonheur domestique pulvérisé. L'équilibre tonal, constamment sur le fil entre réalisme cru et fantaisie baroque, est tenu avec une maîtrise confondante. Cet équilibre reflète la nature même du récit de légende, qui prend racine dans des faits historiques réels, l'occupation soviétique, les déplacements de population, pour les transmuer en mythologie. Le film ne prétend pas montrer ce qui s'est vraiment passé, mais comment cela pourrait être raconté, comment l'histoire, en passant par le filtre de l'imaginaire populaire, engendre des figures surhumaines. Et la performance physique de Jorma Tommila transcende la simple cascade pour atteindre à une forme d'expressionnisme corporel.
Chaque geste est empreint du poids de l'épreuve, chaque course est une lutte contre l'épuisement, chaque blessure reçue semble modifier en temps réel la trajectoire de son corps. Il communique une vulnérabilité physique constante qui est la source première de la tension dramatique. Le spectateur ne se demande pas s'il va gagner, mais comment son corps, déjà si maltraité, pourra encore trouver la ressource pour survivre et triompher. Face à lui, Stephen Lang compose un Draganov qui est l'antithèse parfaite, un homme de parole, de plan, de raison instrumentale. Sa violence est calculée, administrée, presque bureaucratique. Sa fascination pour Atami est celle du chasseur pour une bête extraordinaire, mais aussi celle du rationaliste pour un phénomène qui défie toute logique. Il cherche moins à le tuer par Nkaprouvé, par son élimination, la suprématie de son système ordonné sur le chaos irrationnel et indomptable que le Finlandais représente. Le fétichisme des machines et des armes est au service d'une poétique de la panne et de la réparation. Les engins soviétiques, censés représenter la modernité et la puissance industrielle, sont montrés comme des colosses aux pieds d'argile, vulnérables, sujets à des pannes, et finalement détournables par l'ingéniosité primitive du héros. Cette inversion est riche de sens. Elle suggère que la technologie, sans la volonté et l'intelligence adaptative humaine, n'est qu'une coquille vide, facile à retourner contre ses maîtres. La structure en chapitres aux titres évocateurs, les briques, le fantôme, le train de l'enfer, fonctionne comme les strophes d'un poème épique ou les niveaux d'un jeu vidéo. Elle offre au spectateur des points de respiration narratifs tout en rythmant la progression de la quête avec une clarté implacable. Chaque chapitre possède son propre écosystème de danger, son propre jeu d'objets et son climax interne, contribuant à une impression d'odyssée aux multiples facettes, un voyage à travers différents cercles d'un enfer personnel et historique. Le thème de la frontière est omniprésent, tant dans le récit que dans l'iconographie. Les fils barbelés, les postes de garde, les panneaux indicateurs bilingues rappellent constamment la nouvelle fracture qui déchire le territoire et, par extension, la vie d'Atami. Franchir la frontière pour récupérer ces briques est un acte de transgression politique, mais aussi un retour symbolique dans le ventre de la tragédie. Le chemin de la vengeance est un aller-retour à travers une ligne qui sépare non seulement deux pays, mais le passé du possible avenir. La représentation de la violence insiste sur son caractère épuisant, sale et profondément déshumanisant pour l'agresseur comme pour la victime. Il n'y a pas de grâce dans le meurtre, seulement une efficacité brutale et laborieuse. Cette esthétique renforce l'idée que la vengeance n'est pas une libération euphorisante, mais un travail pénible et nécessaire, un fardeau supplémentaire que le héros doit porter pour pouvoir, un jour, poser les siens. La fatigue extrême d'Atami après chaque combat est aussi significative que les combats eux-mêmes. Les figures féminines, bien que spectrales, sont les piliers invisibles de toute l'entreprise. Elles ne sont pas des passives à sauver, mais des présences actives dans la mémoire et la motivation du héros. Le film évite ainsi l'écueil de la femme frigidaire, motivation morte, pour en faire des guides spirituels, des muses d'une fureur vengeresse canalisée vers un but constructif. Leurs souvenirs infusent chaque action d'Atami d'une émotion retenue mais palpable, empêchant le film de sombrer dans un nihilisme purement destructeur. L'humour noir, surgissant souvent de l'absurdité cocasse des situations les plus désespérées, agit comme un mécanisme de défense narratif. Il permet au spectateur de rire nerveusement de l'excès même, reconnaissant le côté délibérément outrancier de la proposition. Cet humour n'annule jamais la tension, mais la complexifie, créant un mélange tonal unique qui est une marque de fabrique de Jalmari Elandais, à mi-chemin entre le grand guignol et le récit tragique. La géographie des scènes d'action est toujours parfaitement lisible, grâce à un montage qui privilégie la clarté spatiale à la frénésie pure. Le spectateur sait toujours où se trouve Atami par rapport à ses ennemis, où sont les issues, quels sont les obstacles. Cette maîtrise technique est essentielle pour que les prouesses du héros restent compréhensibles et donc admirées, plutôt que noyées dans un flou impressionniste. Elle témoigne d'un respect pour l'intelligence du public et pour la lisibilité du récit d'aventure classique. La dimension politique, jamais didactique, est distillée dans les détails. Les affiches de propagande, les uniformes, les bribes de conversation en russe, les rapports de force entre officiers et soldats. Elle peint le tableau d'une occupation bureaucratique et paranoïaque, où la chasse à un seul homme peut devenir une priorité d'État parce qu'elle touche au symbole et à la perception du pouvoir. Le film montre comment les grands systèmes idéologiques finissent toujours par se heurter à l'opiniâtreté incompréhensible d'un individu. Le design sonore des éléments naturels est aussi important que celui des armes. Le vent qui hurle dans les plaines, l'eau glaciale qui engloutit, le craquement de la glace ou le silence étouffant de la neige qui tombe, participent tous à créer une ambiance immersive où la nature est une entité à part entière, indifférente au drame humain mais imposant ses lois physiques implacables. Cette présence environnementale forte enracine le récit dans un sens aigu du lieu et des éléments.
L'évolution d'Atami vers une forme de sérénité guerrière est l'un des arcs les plus subtils du film. Au fur et à mesure que son corps est brisé, son esprit semble atteindre une forme de concentration pure, détachée de la peur ou de la colère, comme si chaque épreuve le rapprochait de l'essence même de sa mission. Il ne combat plus par rage, mais par nécessité absolue, avec l'efficacité sobre d'un artisan accomplissant une tâche ultime. Cette intériorisation du conflit le rend d'autant plus impressionnant et énigmatique. Les décors naturels, sublimés par la photographie, ne sont jamais de simples cartes postales. Ils sont filmés comme des espaces tactiques, avec leurs cachettes, leurs pièges, leurs points de vue. La caméra scrute le terrain avec le même regard qu'Atami, cherchant les avantages, évaluant les dangers. Cette fusion entre le regard du héros et celui de la caméra crée une immersion subjective puissante, faisant du paysage un champ de bataille à part entière, avec sa topographie spécifique et ses ressources cachées. La confrontation finale intègre de manière brillante l'enjeu matériel, les briques, dans la résolution du conflit physique et moral. Elle évite le cliché du duel d'honneur pour proposer un affrontement qui est l'aboutissement logique de toutes les thématiques du film. La reconstruction contre la destruction, la mémoire contre l'oubli, le foyer contre l'idéologie. La façon dont les briques sont utilisées, à la fois comme bouclier, comme arme et comme enjeu ultime, est un trait de génie scénaristique qui boucle la boucle de manière parfaitement cohérente et satisfaisante. Le film interroge la matérialité du souvenir. Les briques sont-elles le souvenir, ou simplement son support? En risquant sa vie pour elles, Atami semble affirmer que la mémoire a besoin d'un ancrage concret, d'un objet témoin pour ne pas se dissoudre dans l'abstraction. Mais le film suggère aussi, par la transformation physique du héros lui-même en une sorte de monument vivant à sa propre perte, que le véritable lieu de mémoire est son propre corps et son esprit indomptable. Les briques ne sont que le signe extérieur de cette fortification intérieure. La direction des figurants, souvent négligée dans les films d'action, est ici soignée. Les soldats soviétiques ne réagissent pas en bloc, on lit sur leur visage un mélange de peur, d'incompréhension, de lassitude de la guerre, et parfois une étincelle d'humanité qui contraste avec la froideur de leurs supérieurs. Ces micro-récits en filigrane enrichissent la texture du monde et empêchent les antagonistes de n'être qu'une masse anonyme à abattre, rappelant que la machine de guerre est aussi composée d'individus broyés par elle. L'utilisation des éléments, pluie, boue, neige, feu, n'est pas seulement atmosphérique, elle participe activement à la dramaturgie. La boue ralentit les poursuites, la pluie efface les traces, la neige étouffe les sons, le feu purifie ou détruit. Ces éléments deviennent des alliés ou des ennemis changeants, ajoutant une couche d'incertitude et de variété aux séquences d'action et rappelant la prééminence de la nature sur les projets humains, même les plus violents. Le film fonctionne comme une étude de caractère menée presque exclusivement par l'action et la réaction physique. La moralité d'Atami se lit dans ses choix. Il épargne lorsqu'il le peut, il ne tue jamais par plaisir, il respecte une certaine forme de code non écrit face aux civils ou aux animaux. Ces détails, presque subliminaux au milieu du carnage, sont essentiels pour maintenir l'identification et l'empathie du spectateur. Il dessine les contours d'un homme qui, bien qu'engagé dans une entreprise de mort, n'a pas perdu toute son humanité. L'influence du western, et particulièrement du western spaghetti, est palpable dans la construction des séquences de tension et dans la figure du héros solitaire, presque monolithique, face à un paysage immense et hostile. Les plans très serrés sur les yeux, les mains près des armes, les regards qui se croisent avant l'échange de coups de feu, tout cela évoque les duels mythiques de Sergio Leone, transposés dans la neige finlandaise avec une esthétique de saleté et d'usure propre au cinéma contemporain. La prouesse de la production réside dans son efficacité à créer l'illusion d'un film à grand budget avec des moyens restreints mais parfaitement utilisés. L'accent mis sur les effets pratiques, les cascades réelles et les décors naturels confèrent au film une matérialité et un poids souvent absent des blockbusters numériques. On sent le froid, la fatigue, le métal rouillé, la terre humide. Cette authenticité sensorielle renforce considérablement l'immersion et l'impact émotionnel des scènes les plus folles. Pour conclure ces analyses et explications, Sisu 2, le chemin de la vengeance s'impose comme la rare suite qui comprend l'essence de son prédécesseur et choisit de l'amplifier en profondeur plutôt qu'en superficie. Il ne se contente pas de reproduire les recettes du succès, il creuse le sillon narratif et thématique, explorant les conséquences psychologiques et morales de la vengeance, et la transformant en un acte fondateur nécessaire à la survie de l'âme. C'est un film sur la mémoire comme acte de résistance, sur le corps comme champ de bataille ultime, et sur la volonté comme force capable de défier non seulement des armées, mais aussi l'oubli et le désespoir. Porté par des performances d'une intensité rare et une mise en scène d'une inventivité et d'une maîtrise constante, il transcende son genre pour offrir une expérience cinématographique à la fois viscéralement excitante et étrangement émouvante, célébrant avec une fureur poétique l'indomptable faculté de l'humain à reconstruire,
brique après brique. Sur les ruines de son monde. Ses analyses et explications continuent d'explorer la manière dont le film édifie une mythologie personnelle à partir des cendres de l'histoire, utilisant la grammaire du cinéma d'action la plus pure pour servir une méditation bien plus ample sur la perte et la persistance. La Carélie d'après-guerre n'est pas un simple décor géographique mais un espace psychique saturé de traumatisme, où chaque forêt et chaque lac portent le poids silencieux de mémoires effacées, faisant du périple d'Atami une navigation à travers les strates superposées de sa propre douleur et de celle d'une nation entière. L'occupation soviétique est dépeinte moins comme une force militaire triomphante que comme une présence bureaucratique étouffante et paranoïaque, une machine administrative vouée à réécrire le passé et à contrôler le présent, contre laquelle la résistance physique d'un seul homme prend une dimension métaphysique. La mutation du MacGuffin, de l'or minéral et impersonnel aux briques chargées d'histoire intime, opère un recentrage moral et narratif fondamental. Ce glissement transforme la quête d'Atami d'une entreprise de reconquête matérielle en un acte archéologique et pieux, une exhumation des fondations littérales de son identité anéantie. Chaque brique extraite de la terre occupée devient une victoire contre l'effacement, une réaffirmation têtue que le passé, même le plus douloureux, mérite d'être préservé et transporté vers un avenir possible. Cette obstination à sauver des objets sans valeur marchande mais à la valeur sentimentale infinie constitue le noyau éthique et émotionnel le plus puissant du film. Igor Draganov émerge comme une incarnation particulièrement pertinente du mal bureaucratique stalinien, un homme dont la cruauté est rationalisée par l'idéologie et amplifiée par une rancune personnelle devenue obsession. Libéré des geôles du goulag pour cette mission spécifique, il représente la synthèse terrifiante de la vengeance privée et de la purge d'État, voyant dans l'élimination de Corpi un moyen de racheter son propre passé et de servir le nouvel ordre soviétique. Son affrontement avec le héros dépasse le duel d'hommes pour incarner un conflit entre deux conceptions du monde. L'une fondée sur l'effacement et le contrôle total, l'autre sur la mémoire et la résilience opiniâtre de l'individu. L'esthétique du film, oscillant constamment entre un hyperréalisme sensoriel, la boue, le sang, la fatigue et des séquences d'une invraisemblance totale assumée, ne relève pas d'une incohérence stylistique mais d'une stratégie narrative sophistiquée. Cette dualité pourrait symboliser la distorsion de la perception sous l'effet de l'extrême souffrance et de l'adrénaline, ou plus encore, la manière dont les faits historiques se transforment en légendes, s'embellissant et se déformant au fil des récits. Les moments les plus cartoonesques seraient ainsi la mise en image de la légende en train de naître dans l'esprit des témoins et des adversaires. L'arc intérieur d'Atami Corpi est subtilement dessiné à travers une économie de moyens dramatiques remarquables. La folie destructrice et le désespoir absolu qui le caractérisaient au début de sa descente aux enfers semblent s'être mués en une détermination froide, presque ritualisée. Sa violence n'est plus explosive mais canalisée, méthodique, au service exclusif de son objectif sacré. On perçoit chez lui l'émergence d'une forme de sagesse tragique, née de l'acceptation de sa condition de survivant et de la transformation de son chagrin en force motrice pour un acte de reconstruction symbolique. L'inventivité des séquences d'action repose sur une logique narrative de réappropriation et de détournement. Atami ne maîtrise pas seulement les techniques de combat. Il possède une intelligence pratique profonde de la physique et des matériaux, transformant son environnement immédiat en un arsenal improvisé. Cette ingéniosité du débrouillard évoque les figures mythologiques du trickster ou les héros populaires qui triomphent par la ruse plutôt que par la force brute, l'inscrivant dans une tradition narrative où l'intelligence et la volonté triomphent de la puissance matérielle aveugle. L'univers secondaire du film, peuplé de civils, de soldats et de fonctionnaires, esquisse une sociologie complexe d'un territoire en transition brutale. Les réactions de ces personnages à la présence fantomatique de Corpi, de la terreur superstitieuse à l'admiration clandestine, en passant par l'indifférence cynique, tissent une toile de perception variée autour de la légende. Atami cesse ainsi d'être un simple individu pour devenir un phénomène, un miroir dans lequel chaque habitant de cette terre troublée projette ses propres peurs et ses espoirs refoulés, ajoutant une dimension collective et politique à sa quête solitaire. La symbolique des briques est constamment réinterrogée par la mise en scène. Leur matérialité encombrante, leur poids, leur fragilité face aux armes modernes, en font le parfait contrepoint des enjeux habituels du cinéma d'action. Elles imposent une lenteur, une pesanteur, une vulnérabilité qui contrastent violemment avec la vitesse et la destructivité des poursuites. Elles matérialisent l'ancrage au sol, à la terre, à la mémoire concrète, face à la logique de déracinement et de mouvement perpétuel de la guerre et de l'occupation. Le concept de Sisu est ici poussé dans ses retranchements les plus extrêmes, explorant la fine frontière où la vertu courageuse bascule dans une forme d'acharnement quasi pathologique et autodestructeur. Le corps d'Atami, systématiquement martyrisé et poussé au-delà des limites biologiques plausibles, devient le réceptacle de cette volonté surhumaine. Le film pose une question cruciale en filigrane.
Cette ténacité absolue est-elle une forme d'héroïsme ou une malédiction? Une force vitale ou un symptôme de traumatisme impossible à dépasser? Cette ambiguïté ajoute une profondeur psychologique troublante au personnage. La bande-son et l'utilisation stratégique du silence construisent une architecture sonore parallèle au récit visuel. Les moments de calme, souvent ponctués uniquement par les bruits du corps, souffle, battement de cœur, frottement des vêtements, et de l'environnement immédiat, amplifient la tension psychologique et l'immersion sensorielle. Les compositions musicales, évitant soigneusement le mélodrame, alternent entre des thèmes épiques au cuivre rugueux et des ambiances électroniques ou atmosphériques plus contemporaines, créant un pont entre l'esthétique du film d'époque et une sensibilité cinématographique moderne. L'antagonisme entre Corpi et Draganov est structuré comme un choc de langage et de temporalité. Draganov représente le temps historique, linéaire, progressiste, celui du nouvel homme soviétique et de l'effacement du passé. Atami incarne le temps cyclique, mémoriel, voire archaïque, celui du retour aux sources et de la répétition rituelle. Leur combat est donc d'abord un conflit sur la nature du temps lui-même. Faut-il tourner la page à tout prix, ou au contraire, porter le passé comme un fardeau nécessaire à la construction du futur? Cette dimension philosophique élève considérablement les enjeux de leur affrontement. L'utilisation des flashbacks est d'une sobriété et d'une efficacité déchirantes. Ce ne sont pas des séquences explicatives ou nostalgiques, mais des éclairs traumatiques, des fragments de mémoire qui ressurgissent avec la violence d'une blessure ouverte. Leur montage rapide, leur grain visuel parfois différent, et leur brièveté extrême les rendent plus proches de symptômes psychiques que de récits. Ils rappellent que toute l'action présente est nourrie par une douleur si vive et si précise qu'elle ne peut être représentée que par saccades insupportables. L'équilibre tonal, constamment maintenu entre le réalisme le plus cru et la fantaisie la plus débridée, est la clé de voûte de l'édifice filmique. Cet équilibre reflète la nature du récit mythologique, qui prend appui sur des réalités historiques documentées, la guerre de continuation, les cessez-le-feu, l'occupation, pour les sublimer en une fable sur la volonté humaine. Le film assume pleinement sa nature de légende vraie, où les détails concrets, les uniformes, les armes, les paysages, servent d'ancrage à des événements qui relèvent de l'hyperbole symbolique. Et la performance de Jorma Tommila atteint des sommets d'expression physique rarement vus au cinéma. Il ne joue pas simplement la douleur ou l'effort, il incarne littéralement la dégradation progressive d'un corps soumis à des épreuves surhumaines, tout en maintenant une tension interne, une flamme de volonté inaltérable dans le regard. Chaque mouvement semble coûter un effort surhumain, chaque blessure modifie sa démarche de manière subtile mais perceptible. Cette incarnation totale fait de lui bien plus qu'un acteur, un véritable athlète de l'émotion et de la souffrance. Stephen Lahn, en contrepoint, bâtit un Draganov qui est l'archétype du rationaliste fanatique. Sa cruauté est cérébrale, sa violence administrative. Il est l'homme du rapport, du plan, de l'efficacité idéologique. Sa fascination pour Corpi est celle du scientifique pour un spécimen inexplicable, du bureaucrate pour un problème qui résiste à toutes les procédures. Il représente la froideur d'un système qui cherche à catégoriser, contrôler et finalement éliminer tout ce qui échappe à sa logique, faisant de lui un adversaire d'autant plus redoutable qu'il ne est pas, mais constate et ordonne. La poétique des machines et des armes est ici inversée. Les engins soviétiques, symboles de la modernité industrielle et de la puissance de feu, sont montrés comme des prothèses lourdes, vulnérables, souvent en panne. Atami, au contraire, fait de son propre corps et d'objets trouvés, des outils, des cordes, des fragments d'explosifs, des extensions parfaites de sa volonté. Cette opposition est riche de sens, elle célèbre l'ingéniosité humaine et l'adaptabilité face à la rigidité technocratique, la flexibilité du vivant face à la fragilité de la machine. Et la structure en chapitres aux titres évocateurs fonctionne comme les étapes d'une initiation ou les épreuves d'un parcours du combattant mythique. Elle offre un rythme respiratoire au récit, permettant des changements de décor, de type d'antagoniste et de mode d'action tout en maintenant une progression linéaire implacable vers l'objectif final. Chaque chapitre est une micro-aventure autonome, avec son propre suspense et sa résolution, tout en contribuant à l'épuisement progressif du héros et à l'accumulation dramatique vers le climax. Le thème de la frontière, omniprésent, est traité à la fois dans sa matérialité concrète, poste de garde, barbelés, rivière frontalière, et dans sa dimension psychologique et mémorielle. Pour Atami, la frontière est une cicatrice sur la carte qui correspond exactement à la fracture dans sa vie. La traversée est un acte de transgression politique, mais aussi un retour dans le temps, une immersion dans le lieu même où son monde a pris fin. Son périple est une navigation à travers ces différentes couches de frontières, géographiques, temporelles, et celles, plus intimes, qui séparent la folie de la raison, la vengeance de la justice, la destruction de la reconstruction. La représentation de la violence insiste sur son coût physique et psychique pour celui qui l'exerce.
Elle n'est jamais glamour ou facile. Elle est laborieuse, sale, épuisante. Atami ne triomphe jamais sans dommage. Chaque victoire est une nouvelle blessure, un peu plus de sa force vitale dépensée. Cette esthétique de la violence coûteuse renforce l'idée que la vengeance n'est pas une libération, mais un sacrifice supplémentaire, un prix terrible à payer pour pouvoir, peut-être, envisager un après. La fatigue extrême qui suit chaque combat est aussi éloquente que le combat lui-même. Les figures féminines, bien qu'absentes physiquement, structurent l'ensemble du récit comme des pôles magnétiques invisibles. Elles ne sont pas des motivations passives, mais des présences actives dans la conscience d'Atami, des guides intérieurs qui orientent chaque décision. Le film évite ainsi le cliché réducteur pour faire de ses souvenirs le socle éthique et émotionnel de l'entreprise entière. Leur amour perdu est ce qui empêche la vengeance de sombrer dans la barbarie pure, ce qui lui donne une direction et une limite, canalisant la fureur vers un but qui les honore. L'humour noir, surgissant de l'absurdité grotesque des situations ou du décalage entre le sérieux des antagonistes et l'invraisemblance des événements, agit comme une valve de sécurité narrative et émotionnelle. Il permet au spectateur de prendre une distance critique, de reconnaître le pacte ludique proposé par le réalisateur, tout en maintenant une tension de fond. Cet humour, toujours grinçant et souvent lié à la mort violente, est une signature du cinéma de Elandé, qui sait que le rire nerveux peut être l'ultime réaction face à l'horreur et à l'excès. La clarté géographique dans les scènes d'action complexes est une vertu cardinale du film. Grâce à un montage précis et à une mise en scène qui privilégie les plans larges établissant l'espace, le spectateur comprend toujours la position des personnages, la nature des obstacles et la logique des mouvements. Cette lisibilité est essentielle pour que les prouesses du héros soient admirées pour leur ingéniosité et leur courage, et non perçues comme des suites d'actions aléatoires résolues par le montage. Elle témoigne d'un respect pour la grammaire classique du récit d'aventure et pour l'intelligence du public. La dimension politique est distillée avec subtilité dans les détails du quotidien de l'occupation. La propagande affichée, les checkpoints, les rapports hiérarchiques entre officiers du NKVD et de l'Armée rouge, la méfiance généralisée. Elle peint un tableau d'un système fondé sur la surveillance, la dénonciation et la peur, où l'individu est constamment soupçonné et où la loyauté est toujours en question. La traque de Corpi devient, dans ce contexte, une opération de salubrité idéologique, visant à éliminer un virus de résistance individuelle qui pourrait contaminer le corps social. Le design sonore des éléments naturels est aussi élaboré que celui des armes. Le vent glacial, le craquement de la neige sous les bottes, le grondement lointain d'une rivière, le silence étouffant d'une forêt enneigée, créent une atmosphère immersive où l'environnement est un acteur à part entière. Ces sons ancrent le récit dans une réalité sensorielle tangible, rappelant que le combat se déroule dans un monde physique régi par des lois implacables de froid, de gravité et de fatigue, auxquelles même le héros le plus endurci n'échappe pas totalement. L'évolution psychologique d'Atami vers une forme de détachement concentré est l'un des arcs les plus fascinants. Alors que son corps accumule les blessures, son esprit semble atteindre une forme de clarté absolue, une focalisation exclusive sur l'objectif qui transcende la douleur et la peur. Il n'agit plus par émotion immédiate, mais avec la précision froide d'un chirurgien ou d'un artisan accomplissant la tâche de sa vie. Cette intériorisation du combat et cette sublimation de la souffrance en concentration pure le rendent à la fois plus impressionnant et plus mystérieux, plus proche d'un moine guerrier que d'un simple survivant enragé. Les décors naturels, magnifiés par une photographie qui célèbre à la fois leur beauté austère et leur hostilité, sont traités comme des espaces tactiques et symboliques. Chaque type de paysage, la forêt dense, la plaine ouverte, la rivière tumultueuse, les ruines d'un village, présente ses propres dangers et opportunités, et impose un mode de combat spécifique. La caméra épouse souvent le point de vue d'Atami, scrutant le terrain à la recherche d'avantages, faisant du spectateur un compagnon de route impliqué dans la stratégie de survie autant que dans l'émotion du récit. La confrontation finale évite l'écueil du simple règlement de compte physique pour intégrer de manière organique et brillante l'enjeu central du film. La préservation des briques, c'est-à-dire de la mémoire et du foyer. La façon dont cet enjeu matériel devient le cœur même du combat, transformant les briques en armes, en boucliers et en enjeu moral, est une résolution d'une grande intelligence narrative. Elle assure la cohérence parfaite entre la thématique profonde et la résolution de l'intrigue, montrant que la vengeance, ici, n'est qu'une étape violente dans un processus plus large de sauvegarde et de reconstruction. Le film interroge la nature même du foyer et de l'appartenance. Un foyer est-il un lieu géographique précis, ou est-ce l'ensemble des souvenirs et des liens qui y sont attachés, et que l'on peut transporter avec soi? En risquant tout pour des briques, Atami semble défendre une conception très concrète et matérialiste du foyer. Mais le film suggère aussi,
à travers son endurance surhumaine et sa transformation en légende, que son véritable maison est désormais cette volonté indomptable elle-même, cette forteresse intérieure construite sur les ruines de son bonheur passé. Les briques ne seraient alors que les symboles extérieurs de cette reconstruction intérieure, bien plus essentielle. La direction des seconds rôles et des figurants apporte une texture humaine précieuse à l'univers du film. Les soldats soviétiques ne sont pas une masse anonyme. Leurs visages, leurs réactions, leurs brefs échanges évoquent la fatigue de la guerre, la peur, l'obéissance aveugle, et parfois une lueur de compassion ou d'incompréhension. Cette humanisation partielle des antagonistes évite la diabolisation simpliste et rappelle que la machine de guerre est faite d'individus, souvent aussi piégés et manipulés que leurs victimes, ajoutant une nuance tragique aux affrontements. L'utilisation des éléments naturels comme acteurs dramatiques est constante. La pluie qui noie les traces et glace les os, la boue qui piège les véhicules et ralentit les poursuites, le vent qui couvre les bruits, le feu qui purifie ou consume, sont autant d'éléments qui participent activement à l'intrigue. Ils rappellent la prééminence de la nature et de ses lois sur les conflits humains, et imposent une forme d'humilité face aux éléments, même au héros le plus déterminé. Cette présence environnementale forte donne au film une dimension presque cosmique, où le combat humain n'est qu'un épiphénomène à la surface d'un monde indifférent. L'étude de caractère d'Atami est menée presque exclusivement à travers ses actions et ses réactions physiques. Sa moralité, ses valeurs, son humanité persistante se lisent dans des détails comportementaux. Le soin qu'il porte à ses briques, la manière dont il traite un animal, le moment où il choisit d'épargner plutôt que de tuer, le respect qu'il montre parfois à un adversaire courageux. Ces micro-gestes, noyés dans la violence ambiante, sont essentiels pour que le spectateur ne voie pas en lui un simple tueur, mais un homme complexe engagé dans une entreprise terrible par amour et par devoir de mémoire. L'héritage du western, particulièrement dans sa veine la plus mythique et contemplative, est palpable dans la construction de l'espace et du temps narratif. Les plans larges et silencieux sur des paysages immenses, la figure du cavalier solitaire, ici remplacé par le piéton ou le conducteur de camion, les duels tendus où le temps semble suspendu avant l'éclatement de la violence, tout cela évoque des classiques du genre, transposés dans un contexte nordique et historique précis. Cette filiation confère au récit une dimension universelle et atemporelle, celle de l'homme face à l'immensité et à l'injustice. La prouesse de la production tient dans son efficacité à créer une impression de grande envergure avec des moyens rationnels et ingénieusement employés. La priorité donnée aux effets pratiques, aux cascades réelles et aux décors naturels ou construits confère au film une matérialité, un poids, une authenticité tactile souvent absente des productions numériques. On sent la rugosité des matériaux, la résistance des corps, la réalité physique des impacts. Cette authenticité sensorielle est un atout majeur pour l'immersion et l'impact émotionnel, renforçant la crédibilité du monde représenté malgré les invraisemblances narratives assumées. Pour conclure ces analyses et explications, Sisu 2, le chemin de la vengeance se révèle être bien plus qu'une simple suite d'actions. C'est un chapitre essentiel dans l'édification d'un mythe cinématographique contemporain. Il approfondit les thèmes esquissés dans le premier volet avec une maturité et une assurance remarquables, explorant les ramifications psychologiques, morales et politiques de la vengeance et de la résilience. C'est un film sur la mémoire comme acte de résistance ultime, sur le corps comme dernier territoire de la liberté individuelle, et sur la volonté comme force capable de remodeler la réalité. Porté par une mise en scène d'une inventivité constante et une performance centrale d'une intensité brute, il offre une expérience à la fois viscéralement excitante et profondément réfléchie, célébrant avec une fureur poétique et une gravité touchante la capacité de l'humain à chercher, dans les décombres de son monde, les pierres pour en bâtir un nouveau point. Et la Carélie de 1946, territoire en suspens entre deux souverainetés, devient le théâtre d'un drame qui dépasse le cadre de la simple poursuite. Pour incarner la lutte d'un esprit contre l'effacement systématique orchestré par un pouvoir totalitaire. Le périple d'Atami Corpi se mue en un parcours symbolique à travers les différentes strates d'une mémoire collective blessée, où chaque rencontre, chaque obstacle, renvoie à une dimension plus vaste que son seul drame personnel, celle du déchirement d'une nation contrainte à céder une part de son sol et de son âme. La substitution du MacGuffin, passant de la richesse minérale impersonnelle à la charge affective des briques familiales, est une opération narrative d'une grande intelligence. Elle redéfinit entièrement la quête du héros, la faisant passer d'une logique d'acquisition à une logique de récupération, de préservation et de transmission. Ces briques cessent d'être des objets inertes pour devenir les réceptacles tangibles d'une histoire, d'un amour et d'un foyer anéanti. Leur transport à travers l'enfer de l'occupation devient ainsi un acte de piété filiale et de résistance mémorielle, une affirmation silencieuse mais obstinée que certains liens ne peuvent être rompus par la guerre ou les traités, et que l'identité se construit aussi sur la capacité à sauver ses propres ruines.
La figure d'Igor Draganov, interprétée avec une autorité glaçante par Stephen Lang, représente une menace d'une nature fondamentalement différente de celle des nazis du premier film. Il incarne la terreur froide et bureaucratique de l'État policier stalinien dans sa phase de consolidation à l'étranger. Sa motivation est hybride, mêlant une vengeance personnelle liée à son échec passé et une mission idéologique visant à éradiquer un symbole de résistance nationale finlandaise devenu gênant. Il est l'homme du système par excellence, celui qui croit pouvoir résoudre toute anomalie humaine par la logique administrative et la force brute rationalisée, faisant de son duel avec Corpi un choc entre deux ordres de réalité inconciliables. L'esthétique visuelle du film cultive un dialogue constant entre deux régimes de représentation apparemment antagonistes. D'un côté, un naturalisme sensoriel extrême, attentif à la saleté, à la fatigue, à la lourdeur des corps et des objets. De l'autre, des séquences d'une inventivité débridée qui défient les lois de la physique avec une jubilation assumée. Cette dualité n'est pas une faille, mais le cœur même du projet. Elle pourrait figurer la distorsion de la perception dans l'état de survie extrême, ou plus probablement, la manière dont les faits historiques se transforment en légendes, se parant d'hyperboles et de prodiges au fil de leur transmission orale. Le film serait ainsi la mise en scène de sa propre genèse comme mythe. L'évolution psychologique d'Atami Corpi est l'un des triomphes silencieux du film. La rage destructrice et le désespoir qui l'habitaient initialement semblent s'être sublimés en une détermination d'une clarté presque surnaturelle. Sa violence n'est plus explosive mais canalisée, devenue un outil au service exclusif d'un objectif sacré. On perçoit l'émergence d'une forme de sérénité tragique, née de l'acceptation totale de son destin de survivant et de la transformation de sa douleur en énergie pure pour accomplir un dernier devoir. Il n'est plus seulement un homme en colère, mais un homme possédé par une mission, ce qui le rend à la fois plus impressionnant et plus poignant. L'inventivité des séquences d'action trouve sa source dans une logique narrative de bricolage héroïque et d'appropriation du milieu. Atami démontre une intelligence pratique profonde, une compréhension intuitive des forces physiques et des propriétés des matériaux. Il transforme son environnement immédiat en un prolongement de sa volonté, recyclant les outils, les débris et les armes de l'ennemi avec une ingéniosité qui rappelle les figures mythologiques du trickster ou les héros populaires triomphant par la ruse. Cette capacité à détourner le monde à son avantage symbolise une forme supérieure de résilience, celle qui consiste à utiliser les armes de l'oppresseur contre lui-même. L'univers secondaire, peuplé de civils, de soldats de base et de petits fonctionnaires, esquisse une sociologie subtile d'un territoire sous occupation. Les réactions de ces personnages à la rumeur de l'homme fantôme varient considérablement, dessinant une carte des mentalités en temps de crise. Peur superstitieuse, admiration clandestine, indifférence pragmatique, curiosité malsaine. Atami cesse d'être un simple individu pour devenir un phénomène social, un miroir dans lequel se reflètent les espoirs, les lâchetés et les résistances sourdes de toute une population, ajoutant une épaisseur politique et collective à ce qui aurait pu n'être qu'un récit solitaire. La symbolique des briques est constamment réactivée et complexifiée par la mise en scène. Leur matérialité encombrante, leur poids, leur fragilité relative face aux armes modernes en font l'antithèse parfaite des enjeux habituels du cinéma d'action, vitesse, légèreté, technologie. Elles imposent un rythme lent, pesant, obstiné. Elles incarnent l'ancrage, la permanence, la mémoire concrète face à la logique de mouvement, de fluidité et d'oubli qui caractérise la guerre et l'occupation. Chaque plan les montrant, soigneusement chargés, déchargés ou protégés, fonctionne comme un rappel poignant de l'enjeu véritable, bien au-delà de la simple survie. Le concept de Sisu est ici exploré dans ses dimensions les plus extrêmes et les plus ambiguës. Il n'est plus seulement présenté comme une vertu nationale admirable, mais aussi comme une force pouvant friser l'autodestruction, une forme d'acharnement pathologique née du trauma. Le corps d'Atami, systématiquement mis à l'épreuve au-delà du concevable, devient le sanctuaire de cette volonté surhumaine. Le film pose en filigrane une question cruciale. Cette ténacité absolue est-elle le sommet de l'héroïsme humain ou le symptôme d'une douleur tellement insupportable qu'elle ne peut trouver d'issue que dans l'épreuve physique extrême? Cette ambivalence ajoute une profondeur psychologique et philosophique considérable au personnage. L'architecture sonore du film, mêlant silence lourd, bruitage d'une précision chirurgicale et composition musicale hybride, est un pilier essentiel de son impact. Les moments de calme, souvent uniquement peuplés des sons du corps, respiration, battements de cœur, frottements, et de l'environnement immédiat, amplifient la tension psychologique et l'immersion sensorielle jusqu'à un point presque insoutenable. La musique, évitant soigneusement le pathos mélodramatique, alterne entre des thèmes épiques au cuivre rugueux, rappelant une certaine tradition cinématographique et des ambiances électroniques ou atmosphériques plus contemporaines, créant un pont esthétique entre le passé du récit et le présent de sa réception.
L'antagonisme entre Corpi et Draganov est structuré comme un affrontement entre deux conceptions antagonistes du temps et de l'histoire. Draganov incarne le temps linéaire et progressiste du projet soviétique, qui vise à effacer le passé pour construire un avenir radieux. Atami, au contraire, incarne le temps cyclique et mémoriel, celui du retour aux sources et de la fidélité aux morts. Leur combat dépasse donc l'affrontement physique pour devenir une lutte métaphysique sur la nature même de l'existence. Faut-il tourner la page au nom du futur, ou porter le passé comme un fardeau sacré nécessaire à toute construction authentique? Cette dimension élève les enjeux à un niveau pleinement mythologique. L'utilisation des flashbacks est d'une économie et d'une puissance déchirante. Il ne s'agit pas de séquences narratives développées, mais d'éclairs traumatiques, de fragments de mémoire qui jaillissent avec la violence d'une blessure ouverte. Leur brièveté, leur montage saccadé et leur grain visuel parfois distinct les rapprochent de manifestations psychosomatiques plutôt que de récits. Ils rappellent avec une force brute que toute l'action présente, toute cette dévastation, prend sa source dans une perte si précise, si concrète et si intime qu'elle ne peut être représentée que par ces surgissements fulgurants et insupportables. L'équilibre tonal, constamment maintenu sur le fil entre un réalisme cru et une fantaisie baroque assumée, est la pierre angulaire de l'édifice filmique. Cet équilibre reflète la nature même du récit de légende, qui s'enracine dans des faits historiques avérés pour les transmuer en une fable sur la volonté humaine. Le film ne prétend pas montrer la vérité littérale des événements, mais la vérité mythologique qui en est issue, celle qui s'élabore dans l'imaginaire collectif et qui, pour être comprise, nécessite l'exagération et le symbole. Les moments les plus invraisemblables sont ainsi la marque de cette transmutation du fait en mythe. Et la performance de Jorma Tommila est un monument d'expression physique et émotionnelle. Il ne joue pas la douleur ou l'effort, il les incarne de l'intérieur, montrant la dégradation progressive d'un organisme soumis à des stress inimaginables, tout en maintenant dans son regard une flamme de volonté inaltérable. Chaque mouvement semble coûter une énergie folle, chaque nouvelle blessure modifie sa biomécanique de manière subtile mais perceptible. Cette incarnation totale fait de lui bien plus qu'un acteur, un athlète de l'âme, démontrant par son corps même la substantifique moelle du concept de Sisu. En contrepoint, Stephen Lang construit un Draganov qui est l'archétype du rationaliste devenu monstre froid. Sa cruauté n'est pas passionnée, mais administrative, procédurière. Il est l'homme du plan, du rapport, de l'efficacité idéologique. Sa fascination pour Corpi est celle du savant pour un phénomène inexplicable, du bureaucrate pour un dossier qui résiste à toutes les procédures. Il représente la froideur d'un système qui cherche à éliminer toute anomalie, toute individualité irréductible, faisant de lui un adversaire d'autant plus redoutable qu'il ne est pas, mais constate, analyse et ordonne l'éradication. La poétique des machines et des armes est ici profondément subvertie. Les engins soviétiques, symboles de la modernité industrielle et de la supériorité technologique, sont montrés comme des colosses aux pieds d'argile, vulnérables, sujets à des pannes, et finalement détournables par l'ingéniosité primitive du héros. Atami, au contraire, fait de son propre corps et d'objets trouvés ou récupérés des extensions parfaitement adaptées à sa volonté. Cette opposition est riche de sens. Elle célèbre l'intelligence adaptative humaine, la flexibilité du vivant et la supériorité de l'esprit sur la masse inerte de la technologie lorsqu'elle est dépourvue de finalité véritablement humaine. La structure en chapitres aux titres évocateurs fonctionne comme la colonne vertébrale d'un conte épique ou le chemin de croix d'un martyr laïque. Elle offre une respiration rythmique au récit, permettant des changements de décor, de type d'antagoniste et de mode d'action, tout en maintenant une progression linéaire et implacable vers l'objectif final. Chaque chapitre est une aventure autonome, avec son propre suspense et sa résolution, tout en contribuant à l'épuisement cumulatif du héros et à l'accumulation dramatique nécessaire pour le climax final, créant une satisfaction narrative à la fois immédiate et différée. Le thème de la frontière, omniprésent, est traité dans toutes ses dimensions, géographiques, politiques, temporelles et psychologiques. Pour Atami, la ligne tracée sur la carte est la matérialisation de la fracture dans sa vie. La franchir est un acte de transgression politique, mais aussi un retour dans le temps, une plongée dans le lieu même où son monde a pris fin. Son périple est une navigation à travers ces différentes couches de frontières, celles qui séparent les nations, mais aussi celles qui séparent le passé du présent, la folie de la raison, la vengeance de la justice et la destruction d'un foyer de sa reconstruction possible. La représentation de la violence insiste avec force sur son caractère profondément coûteux et aliénant pour celui qui l'exerce. Elle n'est jamais glamour, facile ou gratifiante. Elle est laborieuse, sale, épuisante et laisse des traces visibles sur le corps et dans l'âme. Atami ne triomphe jamais sans dommage. Chaque victoire est une nouvelle blessure, un peu plus de sa force vitale irrémédiablement dépensée. Cette esthétique de la violence chère renforce l'idée centrale que la vengeance n'est pas une libération,
mais un sacrifice supplémentaire, un tribut terrible payé à la mémoire des disparus, et le prix à acquitter pour espérer un jour pouvoir recommencer à construire. Les figures féminines, bien qu'absentes du présent diégétique, structurent l'ensemble du récit comme des pôles magnétiques invisibles et omniprésents. Elles ne sont pas des motivations passives, un women in refrigerator, mais des présences actives et constituantes dans la psyché d'Atami, des guides intérieurs qui orientent ses choix et canalisent sa fureur. Leur amour perdu est ce qui empêche sa vengeance de sombrer dans la barbarie pure et sans but. Il en devient le cadre éthique et la finalité ultime, transformant une entreprise de mort en un acte d'hommage et de préservation, aussi violent soit-il. L'humour noir, surgissant de l'absurdité grotesque des situations ou du décalage cocasse entre le sérieux des antagonistes et l'invraisemblance des événements, agit comme un mécanisme de régulation narrative et émotionnelle essentiel. Il permet au spectateur de prendre une distance critique, de reconnaître le pacte ludique et hyperbolique proposé par le réalisateur, tout en maintenant une tension de fond intacte. Cet humour, toujours grinçant et souvent lié à la mort violente la plus spectaculaire, est une signature du cinéma de Jalmari Elandé, qui comprend que le rire nerveux peut être la seule réponse possible face à l'horreur poussée à son paroxysme. La clarté géographique et spatiale dans les scènes d'action les plus complexes est une vertu cardinale et trop rare du film. Grâce à un montage précis et à une mise en scène qui privilégie les plans larges établissant clairement la topographie des lieux, le spectateur comprend toujours la position relative des personnages, la nature des obstacles et la logique des mouvements. Cette lisibilité est fondamentale pour que les prouesses du héros soient admirées pour leur ingéniosité et leur courage, et non perçues comme des suites d'actions chaotiques résolues de manière magique par le montage. Elle témoigne d'un respect profond pour la grammaire classique du récit d'aventure et pour l'intelligence du public. La dimension politique est distillée avec une grande subtilité dans les détails du quotidien de l'occupation soviétique. Les affiches de propagande, les checkpoints, les rapports de force entre différentes branches du pouvoir, NKVD, Armée rouge, la méfiance et la délation généralisée. Elle peint le tableau d'un système fondé sur la suspicion permanente, le contrôle bureaucratique et la réécriture du passé, où l'individu est constamment évalué, catalogué et, si nécessaire, liquidé. La traque de Corpi s'inscrit dans cette logique. Elle est une opération d'assainissement idéologique visant à éliminer une anomalie historique, un résidu de l'ancien monde qui résiste à son incorporation dans le nouveau point. Le territoire frontalier devient un personnage à part entière, un espace liminal où les lois normales du temps et de la moralité semblent suspendues, permettant à la fable héroïque de se déployer dans toute sa dimension mythique. La Carélie post-1944 n'est pas seulement un décor géopolitique mais un champ de bataille mémoriel où s'affrontent deux visions irréconciliables de l'avenir, incarnées par l'opiniâtreté d'un seul homme et la machinerie écrasante d'un empire. La mutation profonde du MacGuffin, des pépites d'or aux briques chargées de suie et de souvenirs, opère un renversement métaphysique central. Elle replace la quête dans le registre du sacré plutôt que du lucratif, transformant chaque kilomètre parcouru en pèlerinage et chaque affrontement en rite de passage nécessaire. Ces briques ne valent rien pour le monde mais sont inestimables pour le héros, cristallisant le paradoxe même de sa lutte, défendre l'insignifiant aux yeux de tous car il contient l'essence de tout. Leur transport obstiné à travers l'enfer glacé devient ainsi une allégorie de la mémoire nationale finlandaise, lourde, encombrante, mais qu'il faut porter pour survivre en tant que peuple. La figure d'Igor Draganov transcende le simple rôle de méchant pour incarner l'esprit d'un système totalitaire dans sa logique la plus pure. Ancien détenu du goulag promu pour cette mission, il symbolise la perversion du mérite et la rédemption par la violence d'État. Sa haine pour Corpi est aussi personnelle qu'idéologique, voyant en lui non seulement un ennemi mais un défi à sa propre conception d'un monde ordonné et contrôlable. Il représente l'antithèse de la résilience organique, une volonté de fer artificiel, forgée par la doctrine et la peur, s'opposant à la volonté de chair, née de la perte et de la terre. L'esthétique du film, constamment tendue entre un hyperréalisme viscéral et un onirisme violent, constitue sa proposition artistique la plus audacieuse. Cette dichotomie pourrait être interprétée comme la visualisation de la dissociation psychique du héros, partagée entre la réalité atroce de sa souffrance et la dimension presque fantasmagorique de sa mission. Les séquences les plus invraisemblables, comme le tank catapulté, fonctionnent alors comme des métaphores concrètes de l'impensable résilience humaine, des images chocs pour exprimer l'inexprimable endurance du corps et de l'esprit poussé au-delà de leurs limites. L'arc transformationnel d'Atami Corpi s'observe dans la métamorphose de sa violence, passant de l'expression brute d'une douleur incontrôlable à l'application méthodique d'une énergie canalisée vers un but unique. On perçoit l'émergence d'une forme de quiétude guerrière, une sérénité terrible acquise au prix de l'acceptation totale de son destin. Il n'est plus en lutte contre le monde, mais en accomplissement d'une tâche qui le définit entièrement, faisant de chaque blessure une étape et de chaque victoire un pas de plus vers la possible rédemption,
non par le pardon, mais par l'achèvement du geste mémoriel. L'ingéniosité pratique déployée dans les scènes d'action révèle une intelligence du milieu et des matériaux qui relève presque du chamanisme guerrier. Atami ne combat pas seulement avec des armes, il dialogue avec la physique des lieux, anticipant les réactions des machines, utilisant la topographie et les éléments comme des alliés. Cette maîtrise intuitive transforme l'environnement hostile en un champ de ressources potentielles, célébrant une forme de savoir ancestral et pragmatique opposée au savoir technique et procédurier de l'occupant. C'est le triomphe de l'astuce sur la puissance brute, de l'adaptation sur la planification rigide. L'écosystème humain secondaire, des fermiers résignés aux jeunes soldats soviétiques désorientés, sert de cœur antique à la tragédie qui se joue. Leurs regards, leurs chuchotements, leurs réactions variées à la légende en marche tissent une toile de perception sociale autour de l'événement extraordinaire. Atami y devient un phénomène interprétable de multiples façons. Fléau de Dieu, fantôme vengeur, simple bandit ou symbole d'espoir. Cette polyphonie de regards enrichit le récit d'une dimension collective, suggérant comment les actes individuels les plus extrêmes sont absorbés et transformés par la conscience des communautés qui en sont les témoins involontaires. La symbolique des briques est constamment dynamisée par son interaction avec le corps du héros et les obstacles rencontrés. Leur poids devient une mesure de sa détermination, leur intégrité un reflet de sa propre capacité à protéger ce qui lui reste. Dans les scènes d'action, elle passe du statut de fardeau à celui d'outil, d'arme, de bouclier, réalisant une fusion littérale entre l'objet de la quête et le moyen de l'accomplir. Cette versatilité narrative renforce l'idée que la mémoire n'est pas un passif inerte, mais une matière active que l'on peut manier, défendre et utiliser pour construire l'avenir. L'exploration du concept de Sisu atteint ici une profondeur psychologique troublante en interrogeant ses limites et ses ombres. Le film montre que cette ténacité légendaire, poussée à son paroxysme, confine à une forme de possession, une abolition de l'instinct de conservation au profit d'une idée fixe. Le corps d'Atami, transformé en archive vivante de ses souffrances, interroge. Jusqu'où peut-on aller avant que la force ne devienne folie, avant que la résilience ne se mue en automartyre? Cette ambiguïté fondamentale empêche le film de verser dans un héroïsme simpliste et lui confère une résonance tragique et moderne. La conception sonore, faisant du silence une présence et du bruit une violence, structure l'expérience sensorielle du spectateur. Les séquences de tension sont souvent construites sur une amplification des sons organiques et environnementaux, tandis que les explosions de violence sont caractérisées par une brutalité sonore soudaine et assourdissante. Les compositions musicales, évitant les leitmotifs trop appuyés, utilisent des drones sourds, des percussions primitives et des accords dissonants pour traduire l'état psychique du héros et l'hostilité du monde, créant un paysage auditif aussi inhospitalier et poignant que le paysage visuel. L'antagonisme philosophique entre Corpi et Draganov se cristallise autour de la notion de légitimité. Draganov agit au nom d'un ordre historique qu'il estime supérieur et inéluctable, celui du sens de l'histoire, promu par l'idéologie soviétique. Atami, lui, agit au nom d'un ordre moral et affectif antérieur et plus fondamental, celui du foyer et de la fidélité aux siens. Leur conflit est donc un choc entre deux sources de légitimité, l'une abstraite, collective et tournée vers l'avenir, l'autre concrète, personnelle et ancrée dans le passé. Le film, sans trancher explicitement, montre la force terrifiante et salvatrice de cette seconde forme, refusant la dissolution de l'individu dans les grands récits collectivistes. L'emploi des flashbacks, d'une concision et d'une brutalité exemplaires, fonctionne comme des coups de scalpel dans la continuité narrative. Ils ne racontent pas, ils révèlent par saccades l'abîme de douleur qui motive chaque action présente. Leur brièveté même est significative. Le traumatisme est si profond qu'il ne peut être contemplé longtemps, seulement entrevu par éclairs insupportables. Cette économie narrative renforce l'idée que le véritable drame est indicible et que toute l'aventure extérieure n'est que la traduction physique, exagérée et mythifiée, de cette douleur intime impossible à représenter directement. L'équilibre stylistique entre réalisme et fantastique héroïque est maintenu avec une rigueur qui en fait la cohérence profonde du film. Il ne s'agit pas d'une inconstance de ton, mais d'une esthétique délibérément hybride, propre au récit de légende. Le film se place d'emblée sur le terrain du mythe, où les faits sont amplifiés, les personnages archétypés et les actions poussées à l'extrême pour en extraire une vérité essentielle sur la condition humaine. Les moments de réalisme cru servent d'ancrage, empêchant le mythe de s'envoler dans l'abstraction, tandis que les excès fantastiques en expriment la dimension surhumaine et inspirante. La performance de Jorma Tommila est une étude de la résistance physique comme expression émotionnelle. Chaque grimace, chaque respiration haletante, chaque raideur dans la démarche raconte une histoire de douleur et d'endurance plus éloquente que tout dialogue. Il incarne la matérialité de la souffrance et de la volonté, montrant comment l'esprit, pour s'affirmer, doit passer par l'épreuve et la transformation du corps.
Son jeu suggère une intériorité riche et dévastée, tout en la maintenant derrière un masque de stoïcisme presque animal, renforçant le mystère et la puissance tragique du personnage. Stephen Lan, en contraste, incarne la parole du pouvoir, le logo impérial. Son Draganov est un orateur, un stratège qui utilise le langage pour ordonner le réel. Face au silence musculeux de Corpi, sa verbosité apparaît comme une tentative vaine de rationaliser et de contrôler l'irrationnel et l'indomptable. Sa performance, teintée d'une fureur froide et d'une intelligence pervertie, donne chair à l'abstraction bureaucratique de l'oppression, faisant de lui un adversaire d'autant plus redoutable qu'il croit agir pour un bien supérieur, démontrant comment les pires atrocités sont souvent commises au nom d'idées. La relation aux machines et à la technologie est au cœur de l'iconographie du film et de sa dialectique. Les engins soviétiques, chars, avions, trains, représentent la modernité conquérante, la promesse d'un avenir technologique mais aussi la déshumanisation de la guerre. Face à cela, Atami utilise des outils simples, des explosifs artisanaux, sa propre force physique et une connaissance intime du terrain. Le film célèbre une forme d'anarchisme technologique, où l'individu réaffirme sa souveraineté en détournant et en sabotant les machines du Léviathan étatique, réenchantant le monde par l'acte de résistance. La structure chapitrée, héritée des contes populaires et des épopées, rythme le récit en une série d'épreuves qualifiantes. Chaque chapitre est comme une station d'un calvaire laïque, confrontant le héros à un type spécifique de danger, la poursuite motorisée, l'assaut frontal, le siège, et à une facette de l'antagonisme, la brutalité stupide, la cruauté calculée, la bureaucratie meurtrière. Cette structure offre une satisfaction narrative immédiate tout en servant la progression dramatique d'ensemble, permettant au spectateur de mesurer concrètement le chemin parcouru et l'énergie dépensée. Le motif de la frontière est traité dans son ambivalence fondamentale, ligne de démarcation mais aussi lieu de passage, barrière mais aussi seuil. Pour Atami, c'est une blessure ouverte sur la carte qu'il doit traverser pour accéder à la source de sa douleur et en extraire le remède symbolique. Le film explore ainsi l'idée que guérir nécessite parfois de retourner sur les lieux du trauma, de repasser la frontière du refoulé, au péril de sa vie psychique et physique. La frontière géopolitique devient la métaphore de cette limite intérieure, effrayante et nécessaire à franchir. L'esthétique de la violence, constamment ancrée dans la physicalité et ses conséquences, refuse toute glorification esthétisante. Elle montre la violence comme un travail sale, épuisant, qui use le corps et l'âme de celui qui l'exerce autant que de celui qui l'a subi. Les séquences de combat sont souvent chaotiques, maladroites, loin de la chorégraphie fluide typique du genre. Cette représentation renforce l'identification au héros, dont les victoires sont toujours des triomphes de la volonté sur l'épuisement, et non des démonstrations de supériorité physique invincible. Les présences féminines, bien que spectrales, opèrent comme les gardiennes du sens de la quête. Le souvenir de la femme et des filles d'Atami n'est pas un simple prétexte émotionnel, mais le principe organisateur de toute son action. Il canalise sa violence, lui donne une direction et une limite, l'empêchant de dégénérer en massacre aveugle. Le film suggère ainsi que la vengeance, pour ne pas être vaine, doit rester un hommage, un acte de piété envers les disparus, et non l'expression d'une haine autotélique. La mémoire féminine devient l'éthique même de la violence masculine. L'humour noir et l'exagération cartoonesque servent de correctif à la tension dramatique et à la brutalité extrême. Il rappelle au spectateur le pacte ludique du film, son appartenance à un cinéma du spectacle qui assume ses outrances. Cet humour, souvent lié à la défaite grotesque des antagonistes ou à l'invraisemblance créative des solutions d'Atami, permet de respirer sans trahir le ton général, maintenant un équilibre délicat entre horreur et jubilation, entre empathie pour la souffrance du héros et admiration pour son inventivité surhumaine. La lisibilité spatiale des scènes d'action, résultat d'un montage précis et d'une mise en scène claire, est une vertu formelle essentielle. Elle permet au spectateur d'apprécier pleinement la géométrie des affrontements, l'ingéniosité des tactiques du héros et la nature précise des dangers. Cette clarté contraste avec le chaos visuel de nombreux films d'action contemporains et témoigne d'un respect pour la narration classique, où la compréhension des enjeux spatiaux est cruciale pour le suspense et l'admiration. Elle fait du spectateur un témoin lucide plutôt qu'un simple réceptacle de stimuli. La critique politique, toujours en filigrane, se lit dans la représentation de l'appareil d'occupation soviétique comme une bureaucratie paranoïaque et inefficace. Les conflits entre le NKVD et l'armée régulière, les paperasses absurdes, les discours idéologiques creux, peignent un tableau au vitriol d'un système fondé sur la peur et le mensonge. La traque de Corpi, obsession d'un seul homme devenu priorité d'État, révèle l'absurdité et la fragilité d'un tel pouvoir, capable de mobiliser d'immenses ressources pour éliminer un fantôme, un symbole bien plus qu'une menace militaire tangible. Le paysage sonore naturel,
composée avec autant de soin que la partition musicale, ancre le récit dans une réalité sensorielle tangible. Le vent, la neige, l'eau, le feu ne sont pas de simples ambiances mais des forces actives avec lesquelles le héros doit composer. Leur sonorité, parfois apaisante, souvent menaçante, rappelle la prééminence des éléments sur les conflits humains et inscrit l'aventure dans un cadre plus vaste, presque cosmique, où la lutte d'un homme prend une dimension à la fois minuscule et héroïque face à l'immensité indifférente de la nature. La trajectoire intérieure d'Atami semble tendre vers une forme d'ascèse guerrière, un dépouillement de tout ce qui n'est pas l'essentiel de sa mission. Au fur et à mesure que son corps est meurtri, son esprit semble se purifier, atteignant une concentration et une détermination presque absolue. Cette évolution vers une forme de quiétude dans l'action extrême est l'un des aspects les plus fascinants du personnage. Il ne se bat plus par colère, mais par nécessité intérieure, avec la sérénité terrible de celui qui a accepté son destin et n'a plus peur de la mort, seulement de l'échec de son devoir. Les décors naturels, filmés avec une grandeur sans emphase, sont des partenaires à part entière du drame. Leurs caractéristiques, forêts denses, lacs gelés, plaines ouvertes, ruines, dictent les termes des affrontements et offrent des opportunités narratives variées. La photographie, privilégiant des couleurs froides et désaturées traversées par les éclats chauds du sang et du feu, crée une palette visuelle distinctive qui renforce l'atmosphère de dureté et de beauté mélancolique. Le paysage n'est pas un arrière-plan, mais le champ même où se joue l'identité et la mémoire. La résolution du conflit évite le duel final conventionnel pour privilégier une confrontation où l'enjeu symbolique, les briques, est physiquement intégré à la lutte. Cette brillante idée scénaristique assure la cohésion parfaite entre la forme et le fond, montrant que la vengeance n'est ici qu'un moyen au service d'un but plus élevé, la sauvegarde et la transplantation des vestiges du foyer. La manière dont les briques deviennent l'arme, le bouclier et l'enjeu ultime du combat final bouclent la boucle narrative de manière profondément satisfaisante et cohérente sur le plan thématique. Le film questionne la possibilité même de reconstruire un foyer après un tel trauma. Les briques sont-elles suffisantes? Peut-on transplanter un foyer comme on transplante un arbre? En insistant sur la matérialité des briques, le film semble affirmer que oui, que les fondations sont littérales. Mais en montrant le corps martyrisé d'Atami comme le véritable lieu où s'est reconstruite sa volonté, il suggère que le vrai foyer est désormais intérieur, incrusté dans sa chair et son esprit. Les briques deviennent alors le symbole extérieur de cette reconstruction intérieure, son attestation physique dans le monde. La direction d'acteurs des seconds rôles, souvent négligée, apporte une humanité cruciale à l'univers du film. Les soldats soviétiques ne sont pas tous des monstres. On voit chez certains de la peur, de l'incompréhension, de la lassitude, voire une lueur de pitié ou de respect. Cette nuance évite la caricature et rappelle que la guerre et l'oppression broient aussi ceux qui en sont les instruments, ajoutant une dimension tragique supplémentaire au récit et complexifiant la perception que l'on peut avoir des ennemis. L'utilisation dramaturgique des éléments eau, feu, terre, air rappelle les anciennes cosmogonies et inscrit le combat dans un cadre presque mythologique. Chaque élément présente un défi spécifique et peut devenir une arme ou un allié. Cette personnification des forces naturelles élève le conflit au rang de lutte élémentaire, où l'homme, réduit à sa plus simple expression de volonté, affronte non seulement d'autres hommes mais les forces primordiales du monde, dans une quête qui prend des allures de rite de passage archaïque. La caractérisation d'Atami, presque entièrement muette, repose sur une sémiotique du geste et du regard d'une richesse exceptionnelle. Chaque action, du soin méticuleux apporté à ses briques à la manière dont il observe un adversaire, construit une psychologie complexe. Il est à la fois un animal traqué, un artisan obstiné et un gardien sacré. Cette multiplicité de facettes, révélée sans discours, est le fruit d'une écriture cinématographique exigeante qui fait confiance à l'image et à la performance physique pour dire l'essentiel, avec une force bien supérieure à celle des mots. L'influence du western dans sa veine la plus contemplative et existentialiste est palpable dans le traitement du temps et de l'espace. Les longs plans sur le héros solitaire avançant dans des paysages immenses, les silences tendus avant l'action, la construction de séquences comme des duels, tout cela évoque des œuvres comme Le Bon, La Brute et Le Truand où il était une fois dans l'Ouest, transposant leurs codes dans un contexte nordique et historique précis. Cette filiation confère au film une portée universelle et une gravité qui le distingue des simples films d'exploitation. La réalisation, malgré un budget contraint, démontre une maîtrise technique et une inventivité qui forcent l'admiration. Le choix des effets pratiques, des cascades réelles et des décors naturels donne au film une matérialité et une authenticité rares. On sent le poids des choses, la résistance des corps, l'impact physique des collisions. Cette approche artisanale, mais extrêmement professionnelle rappelle que le cinéma d'action spectaculaire n'est pas l'apanage des studios hollywoodiens et qu'une vision forte et un savoir-faire peuvent compenser largement l'absence de moyens démesurés.
Pour conclure ces analyses et explications, Sisu 2, Le chemin de la vengeance s'affirme comme un objet cinématographique singulier et abouti, qui parvient l'exploit rare d'être à la fois un divertissement d'action effréné et une œuvre à la résonance symbolique profonde. Il approfondit avec audace et cohérence les thèmes du premier volet, explorant les dimensions psychologiques, morales et politiques de la résilience et de la vengeance. C'est un film sur la mémoire comme acte de résistance ultime, sur le corps comme ultime territoire de la liberté individuelle, et sur la volonté comme force capable de déformer la réalité elle-même. Porté par une mise en scène d'une inventivité constante, une photographie superbe et des performances d'une intensité brute, il offre une expérience cinématographique totale, à la fois viscéralement excitante et intellectuellement stimulante, célébrant avec une fureur poétique et une gravité touchante l'indomptable faculté de l'humain à chercher, dans les décombres de son monde, les pierres pour en bâtir un nouveau. Il consolide le personnage d'Atami Korpi comme l'une des figures héroïques les plus mémorables et atypiques du cinéma contemporain.